Bien plus que d'accueil de la vie, on parle de désir d'enfant, de le désirer, de le décider, de le programmer, avant même de le concevoir. Et c'est tout un climat culturel qui s'est imposé peu à peu. L'expérience de SOS Bébé, depuis plus de 20 ans, nous donne quelques éclairages pour comprendre ce qui se joue d'une manière générale, sociale, mais aussi dans l'intime de chaque histoire. Et je voudrais décrypter avec vous ce soir ce climat culturel si prégnant, si important, quand il s'agit de maternité et d'accueil de la vie. En 4 grands points. Décider d'avoir un enfant, vivre l'imprévu, sortir de l'injonction du choix, et enfin quelques pistes pour construire un vrai climat d'accueil de la vie. Cette notion de décision volontaire, de choix, c'est ce qui s'impose aujourd'hui et c'est ce qui pèse sur la maternité. Pour envisager une grossesse, il faut d'abord cesser de ne pas la vouloir. Et cela passe le plus souvent par l'arrêt délibéré de la contraception. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de sortir d'un temps souvent long d'infertilité volontaire. Ce n'est pas simple non plus d'être synchronisé en couple dans un commun accord. Et tellement de conditions doivent être réunies pour, d'une certaine manière, avoir le droit d'envisager une grossesse. Des conditions affectives et de stabilité du couple, des conditions financières, matérielles, des conditions d'âge, des conditions familiales, d'espacement des naissances, de nombre d'enfants, des conditions professionnelles. Être prête, être prêt, se sentir capable aussi. Pas trop de place pour le hasard, n'est-ce pas? Et cette décision, elle peut vraiment être difficile et accablante de responsabilité pour certains. Dans ce climat culturel, la grossesse et l'arrivée d'un enfant, c'est comme une validation que nous avons tout bon dans nos vies. Le bon père, la bonne mère, le bon emploi ou la bonne carrière, le bon logement, le bon moment aussi. Une jeune femme de 21 ans nous confie « J'aurais tellement aimé être à la hauteur, être une véritable femme, avoir un emploi, une voiture, une maison, une stabilité. » Alors que le désir, et tout particulièrement le désir d'un enfant, n'échappe pas à l'ambivalence, aux variations, désirer un enfant doit être une démarche consciente, raisonnable. Et quasiment toutes les grossesses sont interrogées. Mais le désir, lui, il a partie liée avec l'inconscient. Et nous ne connaissons vraiment jamais ce qu'il en est de notre désir. Une part de lui demeure toujours énigmatique, mystérieuse. Nous avons vu ensemble avec Blanche Treb et Caroline Roux dans les soirées précédentes les risques de l'absolutisation de ce désir associé au progrès de la science et à quoi cela peut nous entraîner. Hommes et femmes ne sont pas égaux devant le désir d'enfant. Et le projet d'enfant est souvent porté, soutenu, animé par les femmes, beaucoup plus que par les hommes. Le désir d'enfant de l'homme passe bien souvent par le désir d'enfant de la femme, même si bien sûr on voit des situations inverses. Alors, quelle place pour l'imprévu ? Les relations entre les hommes et les femmes sont aujourd'hui profondément conditionnées par la contraception et la dissociation entre sexualité et procréation. La sexualité occupe une place première dans les relations, bien souvent sans engagement de temps ni de fidélité. Et cela peut bien malmener les personnes et les couples, et est à l'origine de grands malentendus et de tant de situations douloureuses. L'information de base, c'est que la contraception est fiable. Mais dans la réalité, les choses se passent souvent bien différemment. Et beaucoup de femmes qui s'adressent à nous se retrouvent enceintes à la suite d'un accident ou d'un défaut de contraception. Et pas seulement parce qu'elles ont oublié leur pilule un jour. Il est admis qu'aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%. Et pourtant, peu de femmes et encore moins d'hommes en ont conscience. Et ce manque d'information sur la réalité de la fiabilité de la contraception est une vraie tromperie des personnes
qui organisent leur vie en fonction des informations qu'elles ont. 72% des femmes qui ont eu recours à l'avortement utilisaient un moyen de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Quand une grossesse imprévue arrive, la première réaction, bien souvent, c'est de la considérer impossible et d'envisager son arrêt et l'avortement. Et tout ce que nous venons de voir sur l'injonction du désir et les normes sociales pèse de tout son poids. Et c'est important d'en prendre toute la mesure pour comprendre comment la banalisation de l'avortement s'inscrit réellement dans l'ADN de notre société et comment l'avortement peut être une fatalité. Les femmes qui se confient à nous sont le plus souvent confrontées au rejet souvent violent du père, à son refus, à ses menaces, à ses pressions, à la séparation. Et cette réalité est trop souvent déniée dans le discours idéologique qui entoure l'IVG et qui l'enferme dans un droit des femmes qui serait l'exercice de leur liberté. Notre responsabilité est de le faire savoir. En 2017, 216 700 IVG ont été réalisés en France. Et il est admis que 33% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. 32% des femmes qui ont eu recours à une IVG l'avaient déjà fait une fois auparavant. Et parmi celles qui ont accouché en 2016, 17% avaient vécu au moins un avortement. Tous ces chiffres nous montrent que l'avortement n'est pas un petit phénomène dans notre société, mais quelque chose de central, une vraie problématique qui nous concerne tous. Une grossesse inattendue, c'est d'abord une décision à prendre, tant notre culture actuelle nous pousse au contrôle, au jugement sur notre capacité à avoir la maîtrise de nos vies, plutôt que sur nos capacités d'accueil et d'adaptation. Alors comment sortir de cette injonction du choix? L'impossible choix, comme nous disent beaucoup de femmes, qui nous confient aussi se sentir nulles de ne pas pouvoir choisir. Il faut du temps pour faire face, pour recevoir, pour accepter. Prendre le temps de sortir de la sidération. Les femmes vivent souvent un temps de sidération devant la découverte d'une grossesse imprévue. C'est impossible. Je ne peux pas. Ce n'est pas vrai. Je ne veux pas. Un mécanisme de défense naturelle qui se met en place. Et nombre de femmes engagées dans un processus d'avortement médicamenteux réalisent tout d'un coup ce qui se passe alors qu'elles viennent de prendre les premiers cachets pour arrêter leur grossesse. Or, 67,5% des avortements sont médicamenteux, c'est-à-dire réalisés avant 7 semaines de grossesse, et 22% en ville avant 5 semaines de grossesse. Où est le temps? Pour prendre du recul et sortir de l'urgence d'une décision à prendre, il y a besoin de temps, d'écoute, d'information. Et c'est tout le travail de notre service d'écoute et de nos sites Internet. Il faut aussi se donner du temps, mais un temps intime et personnel. Quand la grossesse arrive dans des conditions imprévues, difficiles, ou qui ne correspondent pas aux normes admises, prendre le temps de son appropriation personnelle est particulièrement important pour dépasser le ressenti de l'instant, décrypter les peurs, pour entrer dans cette réalité qui est là. Enfin, prendre en compte aussi le temps du père. Nous entendons si souvent « Je suis enceinte, il dit qu'il n'est pas prêt, il n'en veut pas, il veut que j'avorte ». Et le temps de l'homme, pour entrer dans la réalité d'une grossesse, est bien différent de celui de la femme. Il ne vit pas la grossesse dans son corps et n'a aucune expérience charnelle pour le sortir d'une appréhension cérébrale de ce qui se passe. Il lui faut du temps, beaucoup de temps, et parfois aussi des signes visibles de la grossesse. Et c'est une véritable épreuve pour les femmes que de vivre ce temps, de ne pas céder à la volonté exprimée, d'accueillir ce que vit le père, ses peurs, son opposition, son mutisme, son éloignement. Mais nous sommes aussi bien souvent témoins que l'attitude des hommes évolue et que ce qu'ils affirment avec beaucoup de violence parfois ne préjuge en rien de ce qu'ils diront, de ce qu'ils feront quelque temps plus tard, ni du père qu'ils pourront être pour leur enfant.
Enfin, quelques pistes pour construire un vrai climat d'accueil de la vie. 2 points majeurs. Je crois que premièrement, il y a vraiment l'urgence d'une réflexion sur la place donnée à la sexualité, à ses expériences et sur toutes ces fausses promesses d'épanouissement et de bonheur. Comment redonner toute sa place à l'amour et au couple? Et deuxièmement, changer notre regard sur l'âge idéal de la maternité. L'âge moyen des femmes à la première naissance est aux environs de 28 ans et demi. Plus de 30 ans pour les femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur. On parle de report de la maternité. Or, la fertilité atteint son maximum entre 20 et 25 ans et ne cesse de diminuer ensuite, d'abord lentement jusqu'à 30 ans, puis de plus en plus fortement entre 30 et 40 ans. Faciliter la maternité à l'âge naturel de la fertilité et mettre en place des mesures concrètes pour qu'il soit possible et facile de concilier grossesse, maternité et études et entrer dans la vie active est une urgence, à la fois comme prévention de l'infertilité et comme prévention de l'avortement. Les femmes de 20 à 29 ans sont les plus concernées par l'avortement, 26 pour 1000, alors que le taux moyen est de 14,4. Je voudrais aussi, dans ce tableau un peu noir, vous faire part d'un émerveillement. Le soutien de notre politique sociale, qui est une vraie réalité et qui ne cesse de s'adapter aux besoins. Et je vous en donnerai un exemple. Les centres parentaux qui ont été créés par une loi de 2016. Ils accueillent ensemble le père, la mère et l'enfant pour qu'ils puissent consolider leurs liens et s'insérer dans la société. Une place donnée au père, reconnue comme essentielle pour le devenir de l'enfant. En conclusion, je voudrais partager avec vous une réflexion sur la fragmentation toujours plus grande de nos vies, de la vie des femmes, entre vie affective, amoureuse ou non, vie sexuelle, vie professionnelle, vie de couple, vie relationnelle ou vie sociale. La maternité devant trouver sa place sans empiéter sur toutes ces vies. Et il y a aussi la PMA, qui permet d'envisager la reproduction humaine dans un véritable éclatement. Mais il y a quelque chose de plus profond chez l'homme, c'est une grande quête d'unification. Et nous sommes témoins de ce qu'une grossesse vécue, malgré les difficultés immenses qui peuvent exister, vient souvent unifier profondément la femme et le couple aussi quand il existe. Alors les artistes nous montrent souvent le chemin et je voudrais prendre l'exemple du parcours de grands peintres cubistes pour illustrer ce cheminement de la fragmentation à l'unification. Une des caractéristiques du mouvement cubiste, c'était de détruire les formes du réel, de les décomposer. Et je pense à Miro, qui n'est pas resté longtemps peintre cubiste, parce qu'il trouvait que c'était trop enfermant, trop étroit, trop étriqué pour rendre compte de l'élan et de la beauté de la vie qu'il voulait transmettre dans sa peinture. Et je pense aussi à Braque, qui a pu lui s'échapper du cubisme, comme le montrent ces 2 tableaux qui vont arriver. Voilà. De la femme à la guitare enfermée dans le morcellement qu'il a peint en 1913, aux oiseaux, cet oiseau noir et cet oiseau blanc qu'il a peint en 1960. On voit comment les formes des oiseaux s'élancent, elles sont pleines, elles se regardent, elles se parlent. Ils passent d'un nuage à l'autre, de l'ombre à la lumière, et figurent nos vies dans un élan qui nous dépasse.